C'est maintenant. Révolution dans les vignes du Languedoc-Roussillon. Les caves coopératives bouleversent les idées reçues. Produisent-elles enfin un vin de qualité? Les acheteurs, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour chercher de la qualité. Rencontre avec Denis Dubourdieu, sans doute le plus connu, le plus demandé des œnologues. Est-ce parce qu'il a les papilles affûtées qu'il n'a pas la langue dans sa poche? C'est la théorie du complot. On nous prend notre terroir. C'est faux. Enquête sur la face noire de la viticulture. Pesticides, herbicides, des vignerons se battent contre les maladies phytosanitaires et refusent la loi du silence. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils nous empoisonnent, ils gagnent de l'argent en nous tuant. Pour moi, c'est juste des assassins, rien d'autre. Ils viennent de l'Empire du Milieu et sont amateurs de vin. Deux riches Chinois achètent des propriétés dans le Bordelais. Est-ce une menace pour ce patrimoine? La présence des investisseurs chinois n'est pas énorme. À peine une vingtaine sur 7000 propriétés dans le Bordelais. C'est l'actualité du moment. Ici, dans le Bordelais, de plus en plus d'investisseurs chinois s'intéressent aux vignobles français. Certains même dépensent des fortunes pour s'offrir des châteaux. Dernier exemple en date, le château Grand Moueix à Capian, en Gironde. 90% de sa production sera bientôt vendue en Chine. Alors, qui sont ces investisseurs venus de l'Empire du Milieu? Réponse avec Pascal Cagnato et Pascal Lécuyer. À droite, sur la partie droite, tout doucement, hein, attendez. Hein. Ils sont les nouveaux barons du vignoble bordelais. Okay. De Pékin, Shanghai ou d'ailleurs, les Chinois débarquent dans le plus prestigieux terroir viticole du monde. Aujourd'hui, ils font la une des magazines spécialisés, des investisseurs comme cet industriel que l'on accueille avec beaucoup d'intérêt et un peu de curiosité. Monsieur Zhang, le nouveau patron, n'est ici à Capian que pour la deuxième fois depuis l'acquisition de son château. Pour l'occasion, il accueille le maire de la commune. C'est leur première rencontre. Pour l'élu, ce nouvel administré est visiblement le bienvenu. Monsieur Zhang a l'air plutôt sympathique. Alors c'est toujours difficile, c'est à la fois gênant de s'exprimer devant la personne et j'ai l'impression qu'il a envie de faire des choses sur la commune de Capian par rapport à ce qui m'a été rapporté. Et ça, c'est toujours bénéfique. Car M. Zhang a bien l'intention de bonifier son achat. Le château sera restauré, l'outil de travail modernisé, le personnel conservé. Mais il veut aussi développer le no-tourisme sur une propriété qu'il avait déjà remboursée avant de l'avoir payée. Une spécialité chinoise qui ne doit rien au hasard. Pour quelques marchands de biens, l'arrivée de ces nouveaux acheteurs, c'est une aubaine. Un marché en pleine expansion pour cette agence qui a traité le dossier du Grand Moueix. Une négociation qui restera secrète comme dans toutes ces affaires de gros sous, même si l'on en sait un peu plus sur les ressorts de cette transaction. Est-ce qu'on peut penser que là, c'est un château rentable, au prix où il l'a payé? Ah oui, parce que je pense qu'il peut payer son château déjà avec la vente du stock qu'il a acheté en même temps. S'il vend son stock au prix avec la marge qu'ils peuvent prendre en Chine, ben, la propriété est déjà payée. Est-ce qu'aujourd'hui, le vignoble bordelais intéresse beaucoup les Chinois? Ah oui, beaucoup. Là, nous avons des demandes presque tous les jours et en principe, on a 2 groupes de Chinois par semaine qui viennent visiter. Lui n'a pas la fortune de M. Zhang, mais il fait partie de ces jeunes Chinois bilingues très prisés par les propriétaires viticoles. Un jeune commercial de 26 ans qui répond à une interview de la radio locale. Donc ici, vous êtes ici pour vendre du vin en Chine, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Est-ce que les jeunes Chinois se mettent à aimer le vin? Oui, les jeunes Chinois commencent à aimer le vin de Bordeaux parce qu'avant, les jeunes Chinois, ils boivent de pierre. Il faut que les pépins soient craquants. Voilà, si les pépins sont craquants, ça signifie que le raisin est arrivé à maturité. Donc vous avez l'habitude maintenant de travailler avec des Chinois pour, au fond, essayer d'investir sur ce marché qui est le marché porteur. Voilà, qui est le marché porteur aujourd'hui à Bordeaux. Et on ne peut pas décider de faire d'export sans penser à la Chine. Effectivement, et depuis 3 ans, nous essayons d'avoir des collaborateurs chinoises ou chinois, Fred en l'occurrence en ce moment, qui fait l'interface entre nos partenaires donc en Chine et ici à la propriété. La Chine, qui ne fait donc pas qu'acheter des châteaux en Gironde, mais qui est aussi et surtout la première cible commerciale pour le négoce bordelais.
Une filière qui voit dans ce pays d'1,7 milliard d'habitants un énorme marché potentiel. Pour se faire une idée de ce que représente le marché chinois pour ce négociant bordelais, il suffit de se rendre dans cet entrepôt de stockage où la plupart des palettes de carton vont partir vers la Chine, comme ceux qui sont derrière moi, qui partiront pour Shanghai. C'est dans ces bureaux que s'élabore toute la stratégie commerciale de cette entreprise qui prospecte sur les 5 continents. Mais c'est la Chine qui emporte le gros lot avec 12 millions de bouteilles exportées cette année. En clair, 50% du volume total de ce négociant. Bonjour Emmanuel Martin, merci de nous accueillir chez vous ici à Sauveterre de Guyenne où vous êtes négociant en vin de Bordeaux. Alors les Chinois, ils ont plus l'habitude d'exporter plus que d'importer. Puis on sait que les Chinois, ils ont aussi une vertu cardinale, c'est qu'ils apprennent beaucoup, assez vite, ils importent chez eux, puis en fait ils fabriquent, ils font des facsimilés de ce qu'on fait. Est-ce que c'est une inquiétude qu'on peut avoir? Un produit équivalent, je veux dire en termes de qualité, il est évident que les Chinois se tourneront plus facilement vers du vin chinois que vers des vins d'importation, c'est une évidence. Et c'est quelque chose que l'on voit actuellement, il y a beaucoup de vins chinois, il y en aura de plus en plus, ils plantent de plus en plus, avec l'aide d'œnologues, parfois français d'ailleurs. Il y a des très bons terroirs en Chine, il n'y a aucune raison pour que la Chine ne continue pas à produire son vin. Donc là, effectivement, c'est à moyen terme un vrai danger. Ce danger potentiel, en bon chinois qu'il est, l'honorable monsieur Zhang ne veut pas y croire. Le propriétaire de Grand Weiss avance même des arguments coulés dans le marc. D'abord, la présence des investisseurs chinois n'est pas énorme. À peine une vingtaine sur 7000 propriétés dans le Bordelais. Oui, l'aspect technique, on peut l'avoir en Chine, mais pas la qualité du sol. Et puis le vin, c'est un secteur culturel typiquement français, et on ne peut pas l'imiter. Comme M. Zhang, de plus en plus de ses compatriotes ont les yeux de Chimène pour ces belles demeures bordelaises et leurs vignobles. Une présence chinoise discrète et respectueuse du patrimoine local, loin, bien loin d'un péril jaune qui ferait vaciller le Grand Bordeaux. Alors on ne pouvait pas parler de vigne dans ce numéro d'Enquête de région sans venir ici à l'Institut scientifique de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux-Aquitaine. Nous sommes à Villeneuve-d'Ornon pour y rencontrer son directeur, Denis Dubourdieu. C'est l'un des œnologues les plus réputés en France. Il est aussi consultant pour les plus grands châteaux. Bonjour Denis. Bonjour. Merci pour votre accueil ici à l'ISVV, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin. On est à Villeneuve-d'Ornon, je le disais il y a un instant. C'est un lieu unique au monde, hein? Oui, c'est un des plus grands instituts dévolus à la vigne et au vin dans le monde. Alors dans un instant, vous allez tout nous dire hein, sur ce lieu étonnant. D'abord, on vient de voir un reportage avec ces Chinois qui dépensent des fortunes pour se faire plaisir, acheter des châteaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, de ces investisseurs asiatiques? Alors vous les conseillez, vous les aidez finalement, alors vous allez me dire que c'est formidable. Non, je vous dirais que ça n'a rien de nouveau ni d'étonnant. Pernod Ricard est un des plus gros producteurs de vin en Australie. LVMH a investi en Chine. Donc que des Chinois investissent... Donc aujourd'hui ce sont les Chinois qui ont l'argent, donc c'est logique qu'ils viennent dépenser et investir ici. Oui, c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement parce qu'ils ont l'argent. C'est parce que la Chine est en passe de devenir un grand marché du vin et également un grand producteur de vin. Juste un dernier mot sur ce volet chinois. Est-ce que ça ne montre pas tout de même une fragilité des investisseurs français ou européens? Ah non, pas du tout. Non, ça c'est ce que vous voulez démontrer. C'est la théorie du complot. On nous prend notre terroir. C'est faux. Il y a eu des Anglais, il y a eu des Américains, il y a eu des Belges, il y a eu des Allemands, il y a eu des Japonais, il y a eu des investisseurs institutionnels, il y a eu la caisse des mutuelles des fonctionnaires. Donc il y a eu tout le monde à Bordeaux. Et ils sont venus, ils sont partis, et le terroir est resté. Ouais. Donc on a toujours eu besoin d'investisseurs, et de la même façon, les Français ont investi partout à l'étranger, dans tous les vignobles du monde. Vous dites ces investisseurs étrangers sont venus, sont partis. Les Chinois, ils viennent. Vous pensez qu'un jour, ils repartiront? C'est la loi, je suis désolé, mais c'est la loi de nos sociétés. Les investisseurs ne sont pas durables. J'ai connu Château-Latour qui appartenait à des Anglais. Aujourd'hui, ça appartient à M. Pinault.
Donc, quand vous dites c'est un déficit de l'investissement, c'est une question. Non, mais c'est une question parce qu'en fait, si vous voulez... Mais ça veut dire que vous l'entendez souvent et que ça vous agace? Ah oui, ça m'agace. Ce qui m'agace, c'est d'avoir une idée a priori de ce qu'on veut démontrer et de chercher des images à l'appui. Ça, effectivement, ça m'agace. On referme le volet chinois. Vous êtes donc le directeur de cet ISVV, cet Institut des sciences de la vigne et du vin. On y fait quoi? Qui sont les gens qui viennent ici? Qui sont les étudiants qui viennent ici? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Alors ici, vous êtes à l'université. Donc c'est un institut pluridisciplinaire de l'université qui est dévolu à la vigne et au vin. C'est du niveau 2e et 3e cycle, c'est-à-dire qu'on y prépare des masters et des doctorats. Vous faites tourner assez vite pour que le dernier ait quand même du temps pour travailler. On y fait de la recherche et de l'enseignement. Je dis bien dans cet ordre, de la recherche et de l'enseignement. Parce que l'enseignement supérieur, c'est de délivrer les acquis récents de la recherche. La recherche pour améliorer la qualité du vin de Bordeaux, certes, mais du vin dans le monde aussi, parce qu'on a une vocation internationale. En associant les recherches en chimie, en biologie, en agronomie, dans les sciences de l'environnement, mais aussi en économie, en gestion, etc. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Vous formez les meilleurs œnologues au monde ? Alors, je pense que nous formons d'excellents œnologues. En tout cas, nous formons les œnologues les plus demandés du monde. C'était indispensable de créer ce lieu. Auparavant, vos élèves, ils se trouvaient sur le campus de l'Université de Bordeaux. Ils se trouvaient sur le campus de l'Université de Bordeaux. C'était indispensable d'associer ici, parce que nous sommes ici sur le campus de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a déjà une grosse partie du pool de recherche bordelais sur la vigne et le vin ici, sur ce lieu. Donc on y a amené, on peut dire, l'œnologie. Hein. Et on a construit ce bâtiment. On y a amené également un laboratoire sur le vin et la santé, c'est-à-dire un laboratoire de la faculté de pharmacie. Et c'est cet ensemble qui constitue l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Vous avez concentré les forces. Denis, dans cette émission, on sillonne le Grand Sud-Ouest pour découvrir les différents vignobles. On va tout de suite partir en Languedoc-Roussillon. C'est l'un des plus grands domaines viticoles de France. Pendant des années, on a dit qu'effectivement, en Languedoc-Roussillon, on faisait pisser la vigne. Hein, c'est une expression consacrée. Le modèle économique là-bas, ce sont les caves coopératives. Elles dominent ce marché depuis des décennies. Mais depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on a fait des efforts sur la qualité. Les caves se rebiffent. C'est un reportage de Laurent Baumel. À une petite dizaine de kilomètres à l'est de Montpellier, en cette fin septembre, les vendanges battent leur plein. Vendanger la nuit n'est pas une coquetterie de vignerons. Profitant de la fraîcheur de l'aube, un vendangeur s'attaque à une parcelle de Cabernet Sauvignon. Un cépage qui illustre assez bien la restructuration subie du vignoble languedocien. Depuis une quinzaine d'années, nous avons fait une révolution dans la région en changeant un peu notre fusil d'épaule, en faisant des produits différents, en réencépageant tous nos vignobles. Donc nous avons arraché des vieilles vignes, planté de nouvelles vignes avec le nouveau cépage. Qu'il y a 20 ans, nous avions une production quasi en totalité de rouge. Maintenant, nous avons plus de la moitié de la production. Nous avons environ 60% entre les blancs et les rosés. Nous ne produisons plus de vin pour nous, nous produisons du vin qui plaît aux consommateurs. Une petite phrase qui en dit long sur la volonté de ce vigneron d'inscrire la coopération viticole dans un monde nouveau. Un modèle économique toujours vivant, et ce malgré les crises à répétition qui fédèrent aujourd'hui près de 28 000 viticulteurs. La cave coopérative de Saint-Geniès-des-Mourgues est l'une de ces 300 caves encore en activité. L'une des plus modernes d'Europe, construite à l'époque, et l'une des dernières aussi. Le choix pour nous d'être en coopérative est un choix à la fois philosophique, mais à la fois économique. Bien sûr, la mutualisation des moyens, en mettant tous nos moyens en commun. Donc nous restons toujours à la pointe du progrès et nous avons les dernières technologies, bien sûr, pour vinifier tous nos produits.
Moi, je suis très heureux. Mon fils m'a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait reprendre l'exploitation et qu'il allait s'installer comme jeune agriculteur. À 22 ans, Rémi va succéder à son père. Les investissements engagés par les coopérateurs ces dernières années ont permis de transformer l'outil de production. Mais les jeunes ont aujourd'hui du mal à se lancer dans l'aventure. C'est un héritage lourd, surtout parce qu'on n'est pas nombreux. Donc j'espère que je ne serai pas tout seul dans le village. On est quelques jeunes, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est des métiers qui n'attirent pas. Et je pense qu'il faut y être né dedans pour quand même comprendre ce que c'est. Rémi Dumas est l'héritier d'une longue tradition née au début du XXe siècle dans le vignoble biterrois. La coopération viticole résistera aux tempêtes successives qui secoueront la profession. Les caves coopératives à imposantes bâtisses symbolisent la fierté de ce peuple attaché à sa terre, à ce midi surnommé le Midi Rouge. Monsieur, depuis combien de temps vous versez à la cave coopérative de Salelles? Depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous trouvez de changer? Plus de facilité pour le travail, pour la rénovation du matériel.